Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Les batailles vont être plus fortes. Les mâles vont vouloir se séparer entre eux autres. Quand on fait de la pêche au lancer, c'est pas le même type de pêche qu'un bateau où on va avoir des super hauts francs-bords. Généralement, pour saisir des steaks dans un gras comme ça, je vais y aller à environ 1 minute par côté par centimètre d'épaisseur de viande. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche, une belle soirée en perspective. On parle beaucoup de chasse au chevreuil alors qu'on commence avec Guy-Paul Thibault qui va nous parler des vêtements bien s'habiller et on parle du plus petit au plus grand des nouvelles gammes, c'est à voir. On va rencontrer notre ami Stéphane Monette qui de son côté nous parle de l'appel et du rattling pour la chasse au chevreuil bien évidemment. Mon ami Richard Couturier qui vient nous rejoindre en studio. Les jours de pêche, ça me nuise un peu. On va voir avec lui de quelle façon bien remiser, donc remiser efficacement notre matériel de pêche. Question de ne pas avoir de grandes surprises lorsqu'on va les ressortir au printemps. Donc, prévention de ce côté-là. En fin d'émission, on parle avec Mario Gagnon, qui est éleveur d'épagneul Springer anglais. On parle du choix d'un chien de chasse et un peu de l'entraînement de ces chiens-là. Comment ça se passe? Et une autre petite chronique que je vais être bien fier de vous présenter. Je vais me tremper un peu. On fait un peu de popote, on revisite la viande de gibier, souvent pour mieux l'introduire aux enfants, que ce soit plus facile à aborder. J'y vais avec une nouvelle qui nous provient de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Par voie de communiqué de presse, vous vous souvenez, on vous a parlé du programme de mentorat que la Fédération a mis en place. À l'époque, on vous parlait, je dis à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça, de l'inscription des mentors. Donc, on créait une banque de mentors. Bien là, c'est fait. On a lancé le programme dans son entier. Donc, les mentors et les mentorés peuvent maintenant s'inscrire de façon super facile. On se rend sur un site qui est mentoratcpp.com. À cet endroit-là, mentors et mentorés, donc la relève et les enseignants, peuvent créer littéralement un profil suivant leur champ d'intérêt et l'activité qu'ils veulent pratiquer, puisque c'est un programme qui couvre la chasse, la pêche et le piégeage. Vous avez le choix d'inscrire les champs d'intérêt dans lesquels vous voulez vous inscrire. Et à ce moment-là, un mentor qui est dans les mêmes champs d'intérêt pourra prendre communication avec vous. Donc, échange d'informations à ce niveau-là, banque d'informations super pertinente pour débuter. C'est avec joie qu'on met ça en place. C'est avec joie qu'on constate cette belle initiative de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on rencontre Guy-Paul Thibault qui nous présente des beaux vêtements pour s'habiller pour la chasse au chevreuil. Guy-Paul, aujourd'hui, tu nous remplis une garde-robe. Oui, c'est ça. On emmène du beau linge, Martin, ce soir, plein d'accessoires pour être bien quand on va à la chasse parce que les froids s'en viennent bientôt. Oui. Le mois de novembre fait très froid, donc là, il faut s'habiller comme il faut. Là. Puis je remarque que sur le dessus de la pile se trouve un élément super important. Exactement. Le dossard, ça, c'est primordial pour la chasse à la carabine. Il faut se protéger, il faut être sécuritaire. Donc, celui-là, la particularité qu'il y a, Martin, c'est qu'il est imperméable complètement. Okay. Donc, on va se garder souvent quand que le dossard vient trop mouillé, si ça vient plate un peu, ça rentre porté à rentrer dans le linge. Fait que celui-là imperméable, c'est parfait, ça. Léger aussi. Très léger. C'est la plus simple expression. C'est ça. Hey, c'est petit, ça. Regarde ça, Martin. Prends ça dans tes mains. Hey! Regarde ça ferait mon petit bonhomme. Ouais. Avec les capuches. C'est génial. Hey, ça, on en a avec le beau petit chapeau, regarde ça, toi, les petits. Oh, oui. On habille. Ça a l'air chaud quand même. Oui, ça, c'est 1 an, Martin. Un habit pour un petit bébé. C'est une madame qui me fait ça, spécifiquement pour mon magasin. Regarde, ça, c'est pour les petits bébés d'1 an, c'est très, très joli. Même une petite poche intérieure. Et des petits pantalons à l'intérieur aussi. C'est pas une farce, là. C'est un équipement complet, très chaud. Pas de problème, là. Des petits bébés. Ah oui, c'est génial, génial. Hey, c'est parce que si j'arrive avec ça à la maison, je vais m'en faire parler. Ici, celle-là ici, Martin, pour les jeunes garçons.
On peut dire à peu près aux alentours de... commence vers 7 ans, aller jusqu'à 12, 13, 14, 15 ans. 100% imperméable, la compagnie Sport Chief. Bien, faites un peu dans le même type de modèle que ceux pour les grands. C'est ça. Scène zéro à l'intérieur, un anti-odeur. Fait que ça, c'est très, très bien fait. Puis c'est quand même très, très, très abordable. Oui, bien, écoute, génial, génial. Je le cache parce que ça aussi, les gars vont m'en parler. Ça, très belle nouveauté cette année. Ben oui, c'est il n'est pas comme le mien du tout. La grosse nouveauté de Sport Chief cette année. Tu vois, Martin, qu'on sort toujours 100% imperméable. Très bien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année qui est très intéressant? Vois-tu ici? On a un autre manteau à l'intérieur. Oui. Fait que là, quand on fait essayer au client le manteau, on dézippe le zip ici, ils appellent ça Zip fit. Zip fit. On dézippe ça, on lui fait essayer. Qu'est-ce que ça fait? C'est quand on veut porter juste le manteau ici, à l'intérieur, on peut mettre juste celui-là ici si on veut. Oui. Puis quand on mettait celui-là après, lui, il devenait trop grand. Il n'y avait pas d'espace dedans. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que si on veut mettre juste le manteau à l'intérieur, on prend juste notre zipper ici. On le referme. On le referme complètement ici. Puis là, ben, le manteau d'extérieur, il tombe juste à la bonne grandeur. Je remarque que désormais, on fait tous les zippers comme ça, imperméables. C'est Et ça. ils le sont tous, donc ça ferme étanche, il n'y a pas de problème. Avec l'avenue des téléphones intelligents qu'on veut toujours traîner sur nous autres pour prendre la photo, souvent c'est plus rapide même qu'avec un appareil photo. Et là, on le brise pas. Oui, c'est chaud aussi, Martin, celui-là. C'est pour les températures du mois de novembre. Aussi, ici, tu as remarqué sur l'épaule, vois-tu? Ils ont installé un antidérapant. Oui. Mettre ta carabine, souvent, la tendance à glisser. Fait qu'avec ça ici, bien, la carabine tient très bien sur notre épaule, là. Différence majeure que je remarque avec le mien aussi, collet assez épais. Ça arrive souvent que dans le dos, là, dans le cou, c'est une des premières places parce qu'on a froid. Donc, un bon collet qui me permet de bien me cacher. Capuchon complet aussi. Hey, tabarouette, toi, bien épais, hein? Il y a une deuxième épaisseur. On a vraiment là, une bonne chambre d'air qui peut se créer ici, donc une belle chaleur au niveau de la nuque. Ça, tu peux rentrer ton capuchon aussi, Martin, si tu as remarqué. Oui. Tu le plies ici comme ça, tu viens de rentrer à l'intérieur ici comme ça, fait que si tu n'as pas de besoin, on n'a pas. Super. Puis par la pesanteur, j'approuve, ça doit être très chaud. Ouais. C'est pas un 3 onces. Le même modèle, mais pour les femmes, tu vois-tu, plus stylisé un petit peu, avec un petit peu de couleur pour les femmes ici. Le même principe sur le côté, avec la fermeture Zip Fit. Puis, il est vraiment ajusté pour les femmes. La même chaleur, les mêmes spécifications. Même intérieur. Oui. J'aime bien le nouvel intérieur, sérieusement. Oui. C'est un changement, ça. Oui. C'est un changement qu'ils ont fait. L'espèce de quadrillé coussiné comme ça, là, et qui est aussi Sand Zero. C'est ça. Parce que Donc, ça permet des coussinages aussi à l'intérieur comme ça. Ça fait des chambres d'air. Donc, c'est encore plus chaud. Fait que c'est très, très bien pensé. Toujours aussi la Sand Zero qu'appelle Sport Chief, fait qu'un anti-odeur dans le vêtement. Fait que très bien pensé, très, très belle nouveauté. Écoute, j'ai envie de te poser la question qui suit. Lorsque j'arrive avec un vêtement comme ça à la maison, le vêtement est neuf, faut toujours se rappeler que c'est un vêtement qui n'est pas prêt pour aller à la chasse immédiatement. C'est important de le traiter. C'est ça. Ça, on a des savons spécialement faits pour ça en magasin. Fait que ça, il faut le laver avec un savon anti-odeur. C'est très important. Puis ensuite de ça, moi, je les fais sécher à l'extérieur, Martin. Fait que là, on n'a aucune odeur. Regardez, un coup qu'on a fait ça, on met ça dans notre bac, on peut mettre de l'odeur de sapin, dépendamment dans quel secteur qu'on chasse. L'épinette, on va mettre de l'odeur d'épinette. Fait qu'avec ça, on va pouvoir aller à la chasse, on ne se faisant pas sentir. Tu les as en huile essentielle maintenant? C'est ça, 2-3 petites gouttes d'huile essentielle, puis ça fait très bien le travail, là. Écoute, justement, parlant d'habits de camouflage, on va aller voir un gars qui s'en occupe très bien, qui contrôle bien les odeurs. Je parle de notre ami Stéphane Monette. On va parler principalement de l'utilisation du câble. Donc, on va parler du câble et du rattling pour le chevreuil. Donc, restez là, c'est après la pause. Stéphane, là, je te vois, tu veux me parler de rattling, tu veux me parler de câble. On va parler de câble, là. Tu vas me parler du mois de novembre. Oui, bien, c'est ça. C'est pas vraiment juste au mois de novembre que ça marche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerf de Virginie va parler pas mal dans toutes les saisons. Yes. Ils communiquent entre eux autres. Fait qu'aussitôt que la chasse commence, bien là, il y a des intérêts à essayer de les appeler. Donc, la première affaire que j'utilise, ça va être un grunt call. Le grunt, je te dirais à 99 à cette heure des achats qu'on fait sont déjà préajustés.
Donc, on va avoir le call, le grunt simplement, qu'on va faire comme ça. Oui. Puis ça, lui, ce qui est intéressant, c'est que je vais inspirer. Donc, quand il va faire froid, il ne gèlera pas. OK? Oui. Mais je peux le faire de l'autre sens, ça va me donner une autre tonalité. Tu vois? Là, tu souffles. Plus souffle, puis il est plus rauque un petit peu. Moi, j'aime mieux un petit son clair, pas trop fort, qui va me donner un boc moyen. Right. Donc, ça va attirer un gros, mais ça va attirer aussi un petit. Donc, je vais jouer entre les deux. Fait que je n'irai pas avec un gros call rauque. Je vais essayer d'avoir de quoi de plus doux un peu. Est-ce qu'il y a 50 sortes de tonalités? Je te dirais que non. OK? On essaye de trouver différents calls pour le chevreuil, puis on s'aperçoit que juste qu'on peut le faire en petite saccade ou l'étirer, ça fait la même job que juste faire long ou court. Ce qui est important, c'est que quand ils font ce son-là, c'est pour se communiquer entre eux autres. C'est sûr que quand le mâle il est surexcité en période de rut, il va le faire plus. Mais c'est tout le temps le même style de son. Tu es sûr et certain d'une chose, c'est que si tu l'utilises avec la bonne aspiration, la bonne longueur, sans nécessairement jouer, faites ça. Ça va marcher. Comme ça vient, la tonalité est la bonne et c'est ça qu'ils vont rechercher. Point Exactement, final. exactement. Fait que le grunt, c'est de cette façon-là. Je ne veux pas élaborer parce qu'il y en a d'autres calls qu'on peut faire, mais celui-là, c'est le plus populaire. C'est celui-là qui marche le plus. Sauf que si tu le fais en début de saison, que tu fais juste faire... Ça va être pour se communiquer entre eux autres. Tu es en fin de journée, de bonne heure le matin, tu entends une branche craquer, tu vas juste... Ça va te poser « Hey, t'es-tu là? T'es-tu là? » Localisation. Localisation, il va te répondre, il va venir voir. En période agressive, comment ça se fait? C'est qui est là? Il va partir puis il va venir voir tout de suite encore. Fait qu'on vient d'aller chercher avec le même call. C'est surtout la période de l'année qui va faire la différence. C'est pour ça que je faisais par exprès pour te demander au départ. Exact. Écoute, on voit les gars sortir ça en novembre, mais c'est pas vrai. Du début à la... À la fin, il va fonctionner. En plein mois de juillet, là, les chevreuils communiquent Ils vont ensemble. communiquer avec ce Ils se même coupent style. pas les cordes vocales en plein milieu de la saison. On n'a jamais vu ça. Exactement. Fait que là, ça, je te laisse ça. Maintenant, on va parler. Yes. On va arriver avec le rattling. Oui. OK? Que là, on s'est grunté. Là, on a le rattling. Le rattling, c'est qu'on veut simuler une bataille de bocs qui se bat ensemble pour pouvoir provoquer un autre qui va venir voir qu'est-ce qui se passe. J'ai une autre question. Oui. Quand on va mettre ça, c'est là, quand on sert de ça. Parce que quand on fait le rattling, si on le fait en début de saison, mettons dans la période de l'arc, je vais y aller moins agressivement. Moi, chez nous, là, j'entends ça régulièrement. Oui. Deux bocs qui vont venir se challenger, ils vont juste se frotter, pas fort. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais n'importe quel chevreuil qui entend un son, 99 du temps, il va rentrer le nez dans le vent. Donc, c'est là que l'urine est importante. Ce qu'on va faire, c'est qu'à toutes les fois qu'on va faire une simulation de rattling, à notre gauche et à notre droite, où est-ce que le vent pousse, je te dirais là, 20 mètres de chaque côté, oui. On va aller se faire une bonne station d'odeur. On va en vaporiser sur un arbre, sur l'autre de chaque côté, pour que quand le chevreuil va venir faire son rond, pour venir sentir qui se bat, la première odeur qui va y rentrer dans le nez avant celle de l'être humain, c'est l'urine de chevreuil. Puis là, il va partir, puis il va s'en aller soit à votre gauche, soit à votre droite, puis là, il va venir voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'en début de saison, on y va doucement. Combien de temps qu'on fait ça? Martin, je peux faire ça 4 heures de temps. À juste m'amuser, frotter, à regarder. Puis là, il faut être prête, parce que quand le chevreuil va se présenter à vous autres, il ne donnera pas 2 heures. Là. Il va faire « Oh, pelay, c'est pas ça. Il faut être prêt, soit prendre notre arbalète, notre arc ou notre arme à feu, puis être prêt pour pouvoir lâcher un coup efficace rapidement. » Sauf que, encore comme le grunt, plus que la saison va avancer, plus que ça va s'intensifier. Les batailles vont être plus fortes. Les mâles vont vouloir se séparer entre eux autres. Ils vont vouloir y aller. Fait que là, il faut y aller le plus fort possible. Une séquence comme ça va durer à peu près 45 minutes. Je vais faire ça 1 heure, proche d'un habitat fermé. Mais quand le vent va pousser, je vais essayer d'avoir une éclaircie comme ici. Pour que si le vent pousse comme ça, je vais avoir mis de l'urine là. Mais quand le chevreuil va entendre ça, il va partir, puis il va arriver, puis il va venir se pointer le bout du nez proche. Boum, je vais pouvoir faire une récolte puis le ramasser. Est-ce que j'ai raison de dire qu'à ce moment-là, je peux me permettre d'utiliser la phéromone de mâle? Absolument. La mettre dans mon urine puis me créer un quadrilatère dans le centre duquel je vais aller provoquer. Absolument. Parce que là, ça va aider. Tu vas rendre ça encore plus réel, toute cette odeur-là qui va le mettre en sécurité puis qui va le rendre beaucoup plus agressif. Mais c'est justement, soyez encore plus prêt à faire feu. Parce que quand il va rentrer, c'est l'écume qui sort. Absolument. Ça s'en vient. Puis, autant ça ne prend pas de temps à réaliser quand il s'en vient sur toi, sur ce son-là, autant
en l'espace d'une demi-seconde, il réalise que c'est un superfuge, puis là, il va s'en aller. C'est ça. Fait qu'il faut être vraiment proche. Ce qui va aider, si vous faites ça, mettons qu'on serait ensemble, je pourrais faire mon rattling ici, puis te dire, Martin, va-t'en juste à l'orée de la forêt, un petit peu en bas, va voir. Tu vas le voir arriver bien avant qu'il me voie, puis c'est toi qui vas avoir le tir dans ce temps-là. OK. Mais il faut penser d'avoir tout le temps le vent dans le dos qui va pousser vers cet endroit-là, puis que le chevreuil va se présenter là-dedans. Oui, parce qu'il va venir faire son rond pour venir Oui, prendre parce son que vent. lui, à cause du bachelor buck qu'on a déjà parlé, tu sais, Oui. les chums d'été qui s'apprennent à se connaître à cause des odeurs, bien, c'est ça qu'il va venir identifier. S'il sent que c'est ses chums qui se battent, qui les a déjà dominés, il ne viendra même pas se battre. Là, je suis une nouvelle odeur. Il va venir faire un rond, prendre son C'est vent et nouveau. rentrer dans le plat. Et voilà, puis là, il va venir se prendre contre toi. Steph, la science du chevreuil. Merci, Martin, puis on va en Merci. parler plus tard. Oh, oui. Souvent, introduire les viandes de bois, les gibiers aux enfants, c'est un petit peu plus difficile parce que ces gibiers-là peuvent être un peu plus goûteux. Chez nous, on est passé par le général Tao qui est devenu général Sirop, qui est devenu général Martin. Puis je vous la fais ce soir. C'est la bonne façon, je pense, d'apprêter. Ce soir, on prend l'intérieur de ronde de chevreuil. J'ai deux beaux petits steaks ici d'intérieur de ronde de chevreuil qui sont déjà asséchés, qui sont déjà température pièce. Ce que je vais faire, et à la question est-ce que je sale avant, oui ou non, ma réponse à moi, c'est oui. Je vais le saler quand je serai prêt à le poêler. J'utilise pour le poêler des poêles qui ne sont pas anti-adhésives. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser, dans mon cas, je prends un peu de gras de canard. J'aurais pu prendre aussi du beurre éclairci qui ne brûle pas, qui ne brunira pas, ou mélanger un beurre et une huile d'olive, par exemple. Je ne voudrais pas aller briser le goût de ma cuisson, le goût de ma viande avec une huile de sésame ou quelque chose comme ça. Gras de canard, on est en plein dans thématique, on est gibier, ça va super bien. C'est un bon gras à utiliser, qui est facile à utiliser. Il va crépiter, mais pas autant qu'une grande friture. Donc, très, très, très intéressant. Puis, ça va chercher un petit goût supplémentaire qui est bien le fun. Entre autres, les choux de Bruxelles, là, faites directement dans le gras de canard comme ça. C'est excellent. Alors, pendant que ça chauffe, moi, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement saler. Puis, vous voyez, j'ai pas trop de réserve sur mon sel. C'est du sel assaisonné que j'utilise, évidemment, c'est pas du sel pur et simple. Donc, je vais aller chercher un petit peu de goût de ce côté-là aussi. La viande de chevreuil que j'utilise, c'est la femelle qui provient d'Anticosti, de ma chasse de cette année. Donc, quand même assez délicat au niveau du goût. Je veux le respecter, je veux pas aller trop fort non plus. Je rub un peu, si vous me permettez l'expression. Il en tombe beaucoup à côté, ça reste pas tout dessus. Là, je vais aller faire un petit test. Je veux absolument que ça crépite quand je le mets dans la poêlonne, sinon je ne serai pas capable de saisir. Et à mon goût, ça ne crépite pas encore suffisamment. Donc, on va le faire crépiter un petit peu plus que ça. Alors que celui-là ici, on va le baisser. Et voilà, je peux poêler mes deux steaks. Alors, ce que je fais, généralement, pour saisir des steaks dans un gras comme ça, je vais y aller à environ 1 minute par côté par centimètre d'épaisseur de viande. Je prépare mes oignons à côté ici. Je ne fais pas cuire mes oignons avec ma viande parce que je veux pas... C'est pas ce goût-là que je vais aller chercher aujourd'hui. Je vous rappelle que je prépare ça pour un peu initier des enfants. Excusez-moi, je me débarrasse un petit peu de stock en dessous. À la viande de bois. Alors, ce que je veux, c'est aller chercher un côté qui va être caramélisé, sucré. Et je vais utiliser quelque chose de très bien à ce niveau-là, que vous devriez apprendre à utiliser, qui est la gelée de Porto. Je ne tarderai pas trop longtemps parce que je vais les laisser baigner dans la sauce que je vais concocter pour caraméliser relativement longtemps. Donc, ma cuisson va quand même être forte et être un petit peu plus longue. Donc, si je veux avoir quelque chose qui n'est pas trop cuit, je vais tout de suite les flipper. J'ai bien saisi d'un côté, ils vont bien saisir de l'autre côté. Alors, la gelée de Porto, c'est ça ici. Ça se vend en épicerie, donc c'est en vente libre, on va le dire comme ça. Il y a la gelée de Porto et il y a la gelée de Porto ambrée. J'utilise toujours la gelée de Porto comme celle-là ici. C'est la meilleure à venir jusqu'à date. L'ambrée ne me donne pas suffisamment de coloration, donc j'aime bien l'utiliser. Alors, ce que je vais faire, pendant que mes oignons rôtissent ici un petit peu, je les prépare à côté et on va leur préparer un petit traitement spécial. Et voir qu'en termes de quantité et en termes de recettes, je ne suis pas... le plus grand regardant. Alors, en termes de mesure, ça, c'est un pot de gelée de Porto. Ça, c'est ma mesure. Oups, je l'ai tout échappé dedans. C'est ce qu'on voulait, bien évidemment.
Mon deuxième côté n'est pas terminé de saisir, donc il est encore un peu pris au fond, un peu collé. Ça se libère, donc tout de suite, quand ça s'est libéré, je commence à aller chercher ma gelée de Porto pour que mon premier côté puisse caraméliser. Ma poêlonne, mon feu est quand même encore assez élevé. Et de la minute que ça va commencer à coller sur mon steak, immédiatement, ce que je veux faire, c'est... J'ai un petit peu de misère à le prendre. J'ai le gros morceau, là. On va l'avoir. Je vais m'aider avec un autre instrument. Ce que je veux faire, c'est le tourner de bord tout de suite. Ça a commencé à coller, une belle coloration, génial. J'en ai un plus gros et un plus petit. Hop, je l'ai eu. Alors, le plus gros, évidemment, c'est celui que je vais vouloir traiter le plus rapidement. Là, à partir de là, ce que je fais, je vais venir porter un peu de crème de cuisson. Ce que je veux, en fait, là, c'est que je veux venir enrichir mon mélange. Et là, ça, on va remonter ça un petit peu ici. Ça va arrêter de crépiter. Oh, c'est encore très beau. Je vais me dépêcher à venir le chercher et à aller mélanger avec le reste. C'est presque prêt. C'est pas plus long que ça. C'est presque prêt. Dernier petit ingrédient secret, je vais aller y donner juste une petite liche de sirop d'érable. Vous allez voir ça, vous allez apprendre à le doser quand vous le faites, dépendamment de votre bec sucré ou pas, en mettre plus ou en mettre moins. Ce que je veux, c'est qu'avec la crème de cuisson, ça va venir faire quelque chose qui est plus onctueux, qui est plus épais, qui va vraiment adhérer à la viande. Et là, je le crains une petite affaire pour venir finir de brûler tout ça si on veut. Même traitement pour les oignons à côté. On confie les oignons si on le veut. Oh, le bruit, j'aime ça. On va en mettre un petit peu plus. Il y en a pas mal. Parfait. Est-ce que les enfants vont aimer ça, d'après vous? Du moins, quand j'ai pratiqué la recette ici en studio, il y a un enfant qui est la richeuse de plateau qui a eu la chance d'y goûter, puis je pense que ça a bien passé le test. Mes steaks sont prêts. Ça l'a bien caramélisé, ça l'a bien épaissi. J'ai une belle couche, et c'est ce que je recherche, cette belle grosse couche-là. Vous allez voir, là, quand je vais les servir dans les assiettes, je laisse mon rond ouvert. Ma poêle est quand même assez chaude. Je laisse mon rond ouvert parce que je vais venir vraiment le déglacer. Regardez la coloration que ça a donné sur les steaks, c'est génial. Pour déglacer tout ça, pendant que mes oignons terminent de prendre presque en pain dans le sirop d'érable, ça va être bon ça. Ce que je vais faire ici, j'ai un petit vin qui va très bien aller et pour boire et pour dégeler. Arès Puglia de la maison Tomassi. Alors, ça là, on va commencer à sortir le jus de là-dedans. Voir ce qu'on peut aller chercher comme sauce. Évidemment, c'est déjà très bien nappé de sauce, mais je sais qu'il y en a en studio qui vont manger ça tantôt et qui vont peut-être me demander un petit extra. Un petit extra. Donc, je vais tout simplement le laisser finir de ramasser qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ma poêlonne. Là, il y a du bon jus de cuisson là-dedans, il y a un petit peu tout ce qu'on a mis. Ça va faire une sauce à base de vin rouge qui va être incroyable. Évidemment, ça sent très bon. On a la gelée de Porto tout à l'heure. On a ici le vin rouge qui va venir tout reprendre ça. Et évidemment, je vais leur donner un petit peu de vin rouge aussi à boire. Je pense qu'ils ne seront pas fâchés. Je vais couler la sauce. J'en ai suffisamment pour 2 steaks. Pas super épaisse, mais c'est correct, c'est ce que je voulais. Alors que mes oignons sont en train de terminer, je vais juste les crinquer une petite affaire parce que je veux... Ce que j'aime, là, autant sur la pièce de viande que sur mes oignons, j'aime que ça soit sur le bord d'être un peu... C'est rôti, mais un petit peu plus que rôti, là. Une petite affaire de plus, là. Je veux plus que les brunir. Je vais aller chercher un petit côté sucre caramélisé, brûlé, comme sur la pomme sucrée souvent lorsqu'on la fait chauffer un petit peu trop, que les enfants vont adorer. Je dis les enfants, mais les gars, après, dans le studio, vont tomber là-dedans. Je pense que ça va très bien aller. Ce que je sers avec, j'ai une petite salade de carottes et raisins avec une petite vinaigrette qui est douce. Donc, je reste quand même dans quelque chose qui est respectable dans le goût de ma viande, qui est une viande qui est très, très tendre et qui va être très, très délicate, je vous le rappelle. Alors, je ferme les ronds. Regardez-moi ça, ça va être génial. Je vais venir déposer mon oignon en à côté en débordant un petit peu sur la pièce de viande. Je laisse toujours le choix aux convives de prendre des bouchées parfaites, oignons et viande ou pas. Donc, je ne veux pas non plus l'inonder.
Alors, voici, tout ce qu'il me reste à faire, c'est à venir poivrer un petit peu. Je poivre pas trop généreusement parce qu'évidemment, mes convives peuvent vouloir avoir un petit peu moins de poivre, mais j'ai besoin quand même de cette petite touche-là supplémentaire qui va venir rehausser le goût de cette viande-là. Donc, il va venir donner un petit oomph final. Évidemment, je vais leur servir mon petit vin avec, un assemblage de 3 cépages qui va être génial, qui va être capable de le soutenir sans non plus écraser le goût de ma viande. Il y a un petit peu de Cabernet Sauvignon dedans, mais seulement qu'à 20 %, ça va être parfait. On goûte à ça en studio. Évidemment, on va mettre un petit peu les composantes sur Facebook. Sans recette précise, vous l'avez vu, j'ai aucune mesure. J'y vais au nez. Et au nez, là, ça sent très bon. Sur ce, on s'en va à la pause. Au retour de la pause, on parle avec M. Richard Couturier. On parle d'entreposage de matériel de pêche. Richard, as-tu de la peine? Presque. Parce que là, on s'en va tout serrer ça, ce matériel-là. Ça s'en vient. Non. Il en reste encore. Il en reste encore Il un en peu. reste encore. On va étirer la sauce tant qu'on va pouvoir. Mais écoute, avant de serrer ce matériel-là, il faut savoir un peu de quelle façon le traiter avant de le serrer, donc de quelle façon bien l'entreposer. Tu es mon gars de confiance. Ça fait 125 ans que tu pêches. Je t'écoute. Ben écoute, c'est pas rare de voir des pêcheurs qui partent à la pêche en début de saison, puis là, ils arrivent en magasin, puis là, ils sont tout énervés, puis j'ai brisé ici, je m'en étais pas rendu compte. La première chose, quand on finit une saison, on peut peut-être se donner le temps de réinspecter notre équipement. Oui. Vérifier ce qui était... Tu sais, des fois, là, c'est parce que... Oui, moi, je pêche tard, mais il y a bien des gens qui vont pêcher juste au printemps. Puis à un moment donné, oups, ils resserrent ça après les vacances de la construction, tu sais, là, puis là, ils tombent en mode chasse. Puis là, ben les gars n'ont pas revérifié ça, ils ont plus ça dans la tête. Puis là, au printemps d'après, oups, ils se réveillent, puis là, oups, il me manque un morceau de canne, il me manque un ci, il me manque un ça, puis là, c'est l'état de panique. Le monofilament, il fait ça de même quand tu tires, puis le On frein a marche déjà plus, vu puis- ça, hein? T'sais, on en a vu d'autres là-dedans. Ça fait que moi, j'ai amené finalement l'équipement que le genre de choses que ça vaut la peine de revérifier en fin de saison, avant de fermer tous nos coffres, de tout ranger ça, puis de se donner le temps de réinspecter nos items. Je prends exemple, là, ben, je commence par mes bottes. Là. Oui. Parce que mes bottes, là, si tu regardes les semelles de ça en dessous de ça, là, tu vas voir qu'ils ont vu de la roche depuis... OK. Si on peut faire un petit close-up ici, là, ça peut manger des camions, ça, comme dans Passe-Partout. Là. Puis t'as une autre fente ici. Bon, si j'avais serré ça direct dans mon sac, puis que j'avais attendu au printemps prochain, mais probablement que le printemps prochain, je serais arrivé, puis je pars 2 semaines et mes bottes vont tout stuffer. Là, oups, l'état de panique, tu vas au magasin, ils n'ont pas ta grandeur, ou tu sais, là, ce genre d'affaires Oui, qui oui. arrivent. Fait que là, ben, tu ressors ça l'automne, puis là, tu vérifies. Oh, va falloir que je retourne mes bottes. Ça, c'est dû... Je peux te le dire, ils sont plus en état. Non, c'est ça. J'ai un autre exemple, mes Weather, en bon français. Écoute, regarde, là, tous les joints, là, ils commencent Ah oui. tous à vouloir se Ça semble sceller. vouloir percer sur le talon. Ça, là, c'est des bottes respirantes. C'est Oui. un investissement. C'est quand même un bon investissement de posséder ce genre de bottes-là. Ça, moi, je suis pas de ceux qui vont recommander de mettre de la colle puis de jouer avec ça. Ça, là, c'est des produits qui sont garantis. Tu retournes ça chez le manufacturier. OK. Eux OK. ont l'équipement puis l'expertise. Puis d'autant plus que quand tu le fais réparer chez le manufacturier, il y a une preuve que c'est le manufacturier qui l'a réparé. Fait que là, si ça a été mal fait, là, tu as une référence. Tu peux retourner ça après ça chez le manufacturier. Hey, tu me l'as réparé, il coule encore, s'il te plaît, peux-tu me l'arranger comme il faut? Si je le fais moi-même, ben eux vont regarder ça. Il y a des techniciens qui vont regarder ça, vont dire il s'est passé de quoi là, il s'est passé de quoi là. Puis ça se peut que ta garantie, à un moment donné, la garantie, ils vont dire, ils vont te l'annuler pour X raisons. Fait que tu gardes cette responsabilité-là chez le manufacturier, c'est garanti à vie, tu la retournes. Bien, parce qu'il y a des genres de colle qu'on peut utiliser pour le faire nous-mêmes, sauf que en saison, tu le disais, un peu en voyage, tu te rends compte qu'il arrive quelque chose, on peut l'utiliser, des colles qui sèchent très bien à l'extérieur, réparation de fortune. Exact. Mais sinon, manufacturier, c'est le bon Tu choix. sais, il y a la job de finir la saison comme il faut, mais en saison, tu es en plein voyage de pêche. La petite colle UV, c'est parfait pour réparer les petites fuites, pour les chaussons de néoprène, l'aquasil, comme on appelle. Fait que ça fait très bien là, pour tout ce qui est réparation, je vais dire,
en cours, dans le voyage. De l'aquacile, là, après 1 an, là, ça durcit, hein, ça vient plus raide. Fait que dans la mesure du possible, là, ce genre de... Les grosses réparations, tu laisses ça au manufacturier. La partie la plus mécanique qu'on utilise, les moulinets. Tu as apporté les 3 différents types de moulinets les plus usuels. Mouche, lancer léger, lancer lourd. Exact. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose, moi, que je fais puis que les gens font pas, là, ici, là, tout ce qui s'appelle système de freinage, Oui. là, il y a un ressort là-dedans. Le ressort, là, bon, quand on pêche, là, hein, les gars, ils veulent tout pêcher là, du poisson gros de même, le frein est bien serré, ce qui fait que le ressort est très tendu tout au long de la saison. Quand il reste tendu comme ça, là, tout l'hiver, là, quand tu arrives au printemps, tu as l'impression que tu n'as plus de frein sur tes moulinets. Toujours tout dévisser, tout ce qui est système de frein. Moulinet mouché, lancer léger, on vire sans masse pour que vraiment on enlève la tension sur les ressorts à l'intérieur. Même chose pour les lancers lourds, puis donnée importante pour les lancers lourds, il n'y a pas juste un frein sur un lancer lourd. Non. Il y en a au minimum 2, puis dans certains cas 3 qui sont réglables. Ils ont tous un ressort à l'intérieur, fait qu'on lousse ça aussi. Donc, partie d'ajustement, évidemment, partie freinage principale, on les lousse. Monofilament, ça aussi, c'est une grosse guerre, entre autres au niveau de la soie. Monofilament, on se casse pas la tête. T'enlèves tout ça, tu tires ça aux poubelles. OK. Fait que ça, t'es sûr que l'an prochain, là, tu vas te racheter une bobine flambant neuve, du monofilament, tu changes ça tous les ans. Fil tressé, ça, c'est un peu plus durable. Fait que là, l'évaluation, ben écoute, ça, tu la regardes à l'inspection visuelle. Moi, je suis de ceux qu'à la fin de la saison, je vais enlever un 30, 40, 50 pieds. Le vieux fil qui a frotté dans les roches, là, on coupe ça. Oui. C'est vrai que les fils tressés ont quand même une durée de vie meilleure comparé à un monofilament. Mais le côté mémoire n'est pas là. Aussi. Fait que tout ça fait que c'est les lignes tressées, on est capable d'étirer la sauce un petit peu. Fait que ça, disons que c'est pas comme le monofilament où systématiquement on garoche tout aux poubelles, puis on recommence en neuf à chaque année. La soie? La soie mouchée, il y avait le bon vieux truc dans le temps que les gens, ils déroulaient le soie à moucher sur un gros drum. Là, Oui, un truc à extension électrique. Là. Tout a été inventé là-dedans. Là. Puis c'est encore la meilleure façon de faire. OK. Maintenant, il y a une chose, hein, les manufacturiers, là, les compagnies ont évolué aussi au fil des années. Maintenant, là, la plupart des moulinets à moucher, le cœur du moulinet n'est pas sur un petit diamètre comme anciennement, gros comme le petit doigt. Là, à cette heure, c'est des large arbor qu'ils appellent. Le cœur est plus gros, ce qui fait que l'enroulement est plus gros. Et les soies, je vais dire des soies de bonne qualité ont moins de mémoire aussi comparé à une soie bon marché. Ce qui fait que ça donne un peu plus de souplesse. Là. Rendu qu'on nettoie nos soies comme il faut, il y a des produits qui existent sur le marché d'un paquet de compagnies qui permettent de rehausser, la flottabilité, mais aussi de nettoyer ces produits-là. Excuse-moi. Pas de problème. Enlever toute la poussière, évidemment, les résidus qui se sont agglutinés à la soie. Fait que ça fait partie de l'entretien qu'on va donner. Mécaniquement parlant, que ce soit moulinet à moucher, lancer léger, lancer lourd, pour l'entretien, référez-vous au manuel. Quand vous avez acheté votre moulinet, là, il y avait un petit guide là, sur comment lubrifier, où mettre de la lubrification, où mettre de la graisse, où mettre de l'huile. C'est différent. Faites pas l'erreur de dire « Hey, je vais le démonter, je suis bon là-dedans », puis là, de bourrer ça de graisse. Oubliez ça, ça marche pas. Faut vraiment en mettre un petit peu par petit peu. Dans le doute, encore là, parce qu'il y a des produits là-dedans qui sont quand même de très bonne qualité, ça vaut la peine de les retourner, soit chez votre marchand qui vous offre le service de faire l'entretien par un technicien ou encore de le retourner chez le manufacturier où il va compléter l'entretien. Les manufacturiers ont aussi des ateliers pour ça. Fait que ça, c'est... on se casse pas la tête, on fait confiance, ça demeure que la garantie va être honorée aussi. Si moi, je commence à jouer là-dedans, puis que, bon, un petit tournevis à toile, je triple la vis. On va le voir rapidement. Ça paraît mal. La garantie, c'est vrai. Il nous reste à peine 30 secondes. Faire le tour rapidement. C'est sûr que la canne... Les cannes à pêche, là, les férules. Oui. Au fil du temps, là, quand que la férule veut sortir, là, les gars, ils lancent, là, puis tu vois le bout de la canne qui part. Là. Ça, on voit ça souvent. Hein? Ben, il y a un petit truc, là, de la paraffine. En bon français, de la cire à chandelle. Là. Oui. Là, on va prendre la partie mâle de la férule, on va la frotter. Il va rester un petit résidu de paraffine dessus. Ça fait juste bien pour recéler la jonction. Quand je vais retourner à la pêche, ça passera pas son temps
à foutre le camp. Puis quand ma journée de pêche va être finie, puis je vais vouloir enlever mes parties, ça va être pas mal plus facile. Ça se retire bien. Autre affaire super importante, l'intérieur des anneaux, que ce soit lancer léger, lancer lourd, canne à moucher, peu importe les cannes à pêche que vous avez. L'intérieur des anneaux, on vérifie ça comment? Un petit Q-tip, on passe un Q-tip à l'intérieur. Si on s'aperçoit que le Q-tip veut accrocher, là, tu sais qu'il y a des filaments qui restent après les anneaux, ça, c'est un signe qui nous dit qu'il commence à avoir des graphings à l'intérieur. Ça va briser mon fil, ma soie. Ça peut couper carrément. Oui, ça, en fait, il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Quand les anneaux commencent à être maganés, on s'en va les faire changer. Allez chez votre technicien, votre bon magasin, vos endroits de confiance. Ça peut être même chez le manufacturier dans le cas où c'est garanti. Et puis, vous faites remplacer ce que ça prend pour... Très rapidement, au niveau des gros leurres comme ça, tu me disais qu'on sépare les trépieds ou on les fait sécher, on ouvre pour faire sécher. Oui, surtout ouvrir les coffres pour que l'humidité sorte de là. Moi, je suis aussi de ceux qui vont réaiguiser mes hameçons aussi. C'est vrai que toi, t'es... on aiguise. Les grosses dents, on veut des bons hameçons puis on veut que ça coupe. Écoute, on s'en va immédiatement à la pause. C'est le temps qu'on avait pour la chronique. Tu te souviens, on était à la pêche au Mosquier ensemble dans une embarcation qui était super, le Crestliner Intruder. On vous présente son essai, ou du moins son devis technique, après la pause. Quel champagne de Pomerleau les bateaux, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On Écoute. est sur l'eau, ça peut pas mieux aller. Ben oui, c'est un beau bureau. C'est ça. Quand vient le temps de choisir une embarcation pour une pêche à l'espèce spécifique ou une pêche plus spécifique, comme celle qu'on est venu faire nous deux aujourd'hui au Masquinongé par exemple, il y a des produits comme celui-ci dans lequel on est qui sont vraiment conçus pour ça. Et je veux que tu me parles de ce type d'embarcation-là. En fait, Crestliner vont aller chercher vraiment des bateaux pour chaque type de pêche ou chaque type d'activité, on va dire. Là, on est dans un bateau qui est vraiment plus spécialisé. Grosse pêche, on a de la place pour relancer en arrière, de la place pour lancer en avant, des bons viviers. Le bateau est designé pour ce type de pêche-là. Oui, à l'arrière, là, quand on parle de place, on peut facilement s'installer deux sur la plateforme à l'arrière et lancer chacun de notre côté. À l'avant, il y a aussi une bonne plateforme prise à l'avant qui a été conçue pour placer un moteur électrique avec une commande au pied. Donc, c'est fait pour ça. Maintenant, on a même, tu me parlais des rebords qui sont même abaissés pour me faciliter la tâche. Effectivement, on a quand même une bonne longueur de bateau, on a un bon V, donc on est capable de faire aussi des côtés un peu plus bas quand on fait de la pêche au lancer. C'est pas le même type de pêche qu'un bateau où on va avoir des super hauts francs-bords pour aller à la pêche au downrigger, puis on va traîner toute la journée ou on va aller sur des plus gros plans d'eau ouverts. Là. Donc ici, avoir mon accès à mon poisson dans ma puise à main, j'en ai besoin. Dans le Predator, on va vraiment aller le prendre pour le sortir à la fin. Ça me donne cette chance-là. Tu as passé rapidement sur le vivier. Moi, je veux y revenir parce que c'est presque un dortoir, ce vivier-là. Effectivement, dans ce bateau-là, on a un vivier de 100 gallons. Fait que il y a de l'espace en masse. Fait que c'est vraiment fait pour prendre des gros poissons. Puis ils ont vraiment maximisé sur l'espace de pêche. Il y a des bateaux qui sont faits plus pour le luxe, la plaisance. Là, c'est vraiment un bateau de pêche. On le voit par la finition. Oui. On le voit, les coffres qui se verrouillent. Il y a beaucoup d'espace de rangement. Facile à nettoyer. On passe la hausse, c'est terminé. Effectivement, c'est vraiment un bateau designé pour le pêcheur. C'est ça la différence aussi chez Crestliner. En fait, les designers, c'est des pêcheurs. Fait que tu me disais qu'il y avait même des éditions qui se faisaient pour le Catfish, par exemple. Oui, effectivement, on peut prendre ce bateau-là dans le Catfish Edition. Donc là, ils vont ajouter ils vont encore plus pousser la note au niveau de la spécialisation du bateau. Et évidemment, à part de ces grosses éditions-là, il existe d'autres embarcations pour la pêche et pour la chasse du côté de Crestliner. Effectivement, tu sais, là, on est dans un bateau spécifique pêche. Quelqu'un qui veut mettre un petit peu plus d'argent.
Mais Crestliner s'adresse à tout le monde. On va commencer avec des bateaux, des chaloupes de 12 pieds, avec notre 9.9. Le petit remorque, c'est sûr que c'est des kits qui vont être plus accessibles. Après ça, on monte. On a des modèles comme la Kodiak, un peu comme notre partenaire de pêche aujourd'hui. Après ça, on a des modèles, je te dirais, il y a des modèles de chasse chez Crestliner. Oui. Il y a des modèles pour la chasse au canard. Il y a des modèles plus basses qui sont un petit peu moins populaires au Québec. Mais qu'on va quand même vendre à certaines places au Québec. Après ça, tu as des modèles comme le Commander, des modèles faits un peu moins d'espace de pêche avant, beaucoup d'espace arrière, beaucoup de profondeur. Il y a des nouveaux modèles aussi qui s'en viennent pour 2015, comme l'Authority. Puis on finit toujours avec le grand luxe, le Sportfish. Le Sportfish qui est vraiment une embarcation de grand luxe, une embarcation avec le gros moteur, où là, on va aller vraiment chercher la plaisance. C'est vraiment l'idéal pour la famille. Évidemment, ça arrive généralement avec tout ce qui est sonore, dans lequel on peut rentrer aussi les cartes bathymétriques, le GPS, etc. Écoute, on peut pas avoir plus spécifique que ça, puis c'est chez vous que ça se passe. On peut avoir des conseils à ce niveau-là. Puis je dois te dire, en dernier lieu, là, j'admire la largeur du bateau et je l'apprécie déjà, puis ça fait pas longtemps qu'on est sur l'eau. C'est vraiment un bateau de grosse pêche. On va vous voir, on va te voir. Je sais pas l'eau des bateaux. Venez nous voir, puis même, si je peux ajouter en finissant, des fois, le pêcheur qui n'est pas certain de son objectif, souvent, on va aller jusqu'à conseiller des fois des bateaux usagés. Oui. Tu sais, on va vraiment aller chercher. Donc, lui, super large, on connaît... Le gars qui va acheter ce bateau-là connaît son besoin. C'est ça la différence. Yes. Ça mérite d'aller faire un tour. Ça mérite. On vous invite. Un gros merci, Miguel. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966. Cette semaine, dans ma revue Sentier Chasse-Pêche, j'ai pas serré ma revue du mois d'octobre, et avec raison, parce que je m'y réfère au niveau de l'abattage stratégique pour le cerf de Virginie, et j'ai un très bel article écrit de la main de Louis Gagnon qui m'explique des grands termes, des grandes lignes que je devrais suivre et auxquelles je devrais faire attention, entre autres au niveau de ce que lui appelle le changement d'adresse, littéralement. Donc le changement de territoire et le changement de tempérament, de comportement, surtout des vieux chevreuils. Alors on est souvent à la poursuite du gros boc, de la grosse réussite, du gros trophée. Alors, il faut savoir que souvent, dans les alentours du mois d'octobre, les plus vieux chevreuils, plus méfiants, vont se mettre à littéralement éviter les lieux de leur âge, donc les salines et les endroits où est-ce que vous appâtez, avec des pommes, avec du maïs ou quoi que ce soit. Et ça coïncide souvent avec l'assèchement des feuilles. Donc, c'est un petit peu le rythme que va suivre le chevreuil. Alors, à ce moment-là, M. Gagnon nous donne un petit peu la stratégie à adopter. Et les endroits, on dresse littéralement des cartes où on a photographié du haut des airs un territoire dans lequel on met vraiment des zones définies dans lesquelles je vais commencer à m'intéresser à faire de l'appâtage d'une façon différente, souvent très planifiée par l'auteur de ces appâts-là, donc des plus petits sites où est-ce que, bien évidemment, je vais avoir moins de fréquence dans la visite de mes sites principaux, alors je vais me fier sur ces petits sites-là qui vont me donner une marge d'erreur en termes de visite et qui souvent vont être là où est-ce que je vais effectuer ma chasse et souvent où est-ce que je vais effectuer les plus belles chasses. Faire attention, ces vieux chevreuils-là en ont plus qu'un tour dans leur sac, s'en sont fait jouer quelques-uns. Ils savent comment ça se passe, la game. Donc, ce genre d'article-là, c'est de l'or en barre à lire avant de continuer dans votre stratégie et de peut-être commettre l'erreur qui vous ferait manquer le bug de votre vie. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Mario Gagnon, bienvenue dans mon studio. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, on parle d'un sujet qu'on connaît bien tous les deux. Oui. Les chiens de chasse. Faut que je dise très rapidement que t'es mon oncle. C'est ça, oui, oui. Donc, ça fait longtemps que je te vois évoluer dans l'élevage du... Dans l'élevage du chien de chasse. Oui. Puis une des premières choses que je remarque, c'est que tu arrives ce soir avec une nouvelle race, parce que généralement, tu es dans le Springer. Oui. Dans le Springer anglais, Pagnola Springer anglais. Fais-moi la présentation de ton nouvel ami. Bien, c'est Bécasse. Elle est un petit peu fatiguée parce qu'elle a fait beaucoup de chasse. Et puis, non, c'est ça. J'ai décidé d'acheter un griffon. Je veux me lancer beaucoup plus dans le dressage de chiens. Fait que là, je voulais aller du côté chien d'arrêt.
Oui. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je me demandais, bon, quel chien j'allais prendre tout. Puis à la fin du compte, j'avais entendu parler beaucoup d'un éleveur de Actonville, Steve Brawler, et puis qui avait des bons chiens, puis tout. Fait que je me suis laissé tenter. Ça fait que j'ai parti avec Bécasse. Et puis, je suis super enchanté de ce chien-là. C'est fantastique. Mes springers sont fantastiques. Mon cœur est toujours au springer, mais il faut que je regarde aussi dans le chien d'arrêt. Parce que c'est deux styles de chiens complètement différents. Dans le Springer anglais, dans l'épargnant Springer anglais, au début, c'était pas le cas. C'était un autre nom de lignée que tu utilisais. Et à la longue, d'aller chercher des génétiques à gauche et à droite sur des grands champions, Ouais. tu as créé ta lignée à toi. Enchaîné le coureur des bois, la lignée Courbois. Ouais. Donc, tu es un peu arrivé à ton apogée du côté du Springer anglais, c'est-à-dire que tu es arrivé sur une lignée qui était à ton image. Oui. Ce que je voulais aller chercher le plus, premièrement, c'était le nez, la coopération de ces chiens-là. C'est des chiens qui sont fantastiques. Ils se désemblent pour leur maître. Fait que non, ça sera toujours une grande place dans mon cœur, ces chiens-là. Là, tu as fait l'expérience des deux types de chiens, un chien de quête, un chien d'arrêt comme celui-là. À la maison, il y a beaucoup de gens qui sont chasseurs et qui ont un chien à la maison ou qui envisagent peut-être acquérir un chien. Oui. Les premières notions à aller chercher ou les premiers points à considérer quand on veut acquérir un chien de chasse et commencer à l'entraîner, ce serait quoi? OK, bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir comme chien. On veut avoir un chien d'arrêt ou un flusher, un lever. Fait un coup que la personne est décidée, si c'est un chien d'arrêt, bon, ils vont aller dans... Bon, ils veulent avoir un chien super en feu, ils veulent avoir un chien qui est smooth, un chien... Qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme style de chien? Tandis que dans le chien leveur, il y a quelques restes de chiens. Le cocker, c'est un chien leveur. Tu peux te servir d'un labrador aussi comme chien leveur, mais ils sont plus, eux autres, comme rapporteurs, ces chiens-là. Mais tous ces chiens-là, ça peut tout vivre dans la maison. Il n'y a pas de trouble. Et puis, il s'agit, par exemple, de ne pas leur donner des mauvais plis. Comme monter ces divans, c'est pas tout le temps une bonne affaire. Nous, chez nous, ça ne nous dérange pas. Mais c'est comme on dit au monde. Si vous ne voulez pas que votre chien embarque sur un divan, qui a été à table, il faut tout prendre les dispositions avant pour pas que ça arrive. Si tu lui donnes la permission une fois, c'est terminé, ils vont y aller tout le temps. Fait qu'il faut les arrêter. On va la descendre, je pense que tu es accroché sur ton micro. OK. On t'entend un petit peu moins bien. C'est beau. Étouffe le son. Luba, here. Stay. Alors, ça écoute super bien quand c'est bien entraîné. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mode d'entraînement de ces chiens-là, on y va énormément par le jeu. Ce qui nous permet d'avoir une coopération de ces chiens-là qui est incroyable. Parce que lorsqu'ils nous voient arriver avec nos outils de travail, c'est-à-dire souvent l'outil de travail, c'est la veste de chasse, tout simplement, le chien comprend tout de suite qu'il s'en vient au jeu avec nous autres. Mais surtout chez le Springer, on le voit souvent, le chien, là, il piétine des pattes. Donne-moi un ordre, fais-moi faire de quoi, C'est ça, c'est vrai. En passant par le jeu, puis ça, c'est la méthode de dressage que toi, tu utilises et c'est la méthode que tu enseignes aux gens aussi. Oui. Qu'est-ce que je fais? Un chien jusqu'à l'âge de 7 mois, il n'y a pas de punition. Il a fait une gaffe quand on l'entraîne, c'est pas grave. On y remonte. À 7 mois, c'est là qu'on va mettre plus d'action sur l'obéissance du chien. Okay? Là, pour terminer le chien vers 15-16 mois. Okay? Qu'il sache le plus possible pour la chasse. Okay? Puis après ça, il reste à raffiner des... mettons... Du petit peaufinage. C'est ça, des petites affaires qu'on veut pour plus pousser, pour faire la compétition ou quelque chose de même. C'est plus de raffinement à ce moment-là. Tout dépendant de chaque personne, ce que c'est qu'elle va. Si elle va envoyer un chien de chasse, ça se monte super bien. Si on va avoir un chien de compétition, c'est beaucoup plus de travail. À la maison, là, la personne qui arrive avec un puppy, un petit chiot, mais qui veut commencer à le mettre à l'habitude de la recherche d'odeur pour la chasse, les premières étapes qu'il peut effectuer par lui-même à la maison là, pour entraîner son chien, c'est quoi? OK. D'autres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le client, quand il vient chercher son chien, OK, on va lui expliquer, bon, le chien, il faut que tu lui fasses comprendre le plus vite possible pour son nez. C'est avec son nez qu'on travaille. Fait qu'on va prendre des plumes de perdrix, quelque chose de même, puis on va y cacher dans la maison, OK? Puis on va lui donner le commandement, comme, mettons, ça serait un chien laveur, OK? Cherche, OK? Fait que là, il va commencer à faire des petites quêtes dans la maison pour trouver. Quand il le trouve, hey, tu fais la fête.
OK? Fait que c'est comme ça qu'on commence tranquillement. Pour le hop, OK? Parce que le fer springer, à cire, le chien. le fer à soir, c'est le hop pour les springers anglais. Fait qu'on y va avec une petite récompense, OK? Sur quand tu fais chercher une aile, par exemple, il n'y a pas de récompense. La récompense, c'est son aile. Donc, OK? l'aile d'oiseau qu'on a C'est cachée. ça, c'est Puis ça, ça c'est peut ça. carrément devenir un jeu avec les enfants à la maison. On joue à la cachette avec le chien. Oui, Hein? oui. On maintient le chien quelque part. Donc, j'ai Louba ici, je joue avec pendant que j'envoie les enfants cacher une plume par là-bas. C'est Et ça. je donne le cherche Oui. pour l'envoyer chercher. C'est ça. On fait même, tu sais, dans les boîtes avec les poppies, moi je t'ai vu souvent aller, même jeune, la canne à pêche avec la petite plume. Oui. Puis là, toute la tralée de petits chiots court après la petite plume. Oui. C'est les premiers contacts avec l'odeur, puis il associe tout de suite au jeu. Fait que plus tard comme ça, là, c'est sûr que, même ici, avant la chronique, là, on les envoyait dans le studio pour qu'ils sentent un peu partout, parce que c'est sûr qu'ils auraient été attirés par des odeurs, par exemple les tétras qu'il y a derrière toi, ou d'autres oiseaux qui ont passé en studio. Ça aurait été leur intérêt premier. On leur met l'odeur dans le nez. Après ça, on passe par le jeu. Ensuite, très, très, très important, on ne met pas le chien au remisage quand on commence à être fatigué de faire des activités. Il faut l'entretenir, ce chien-là. Il faut Oui. ressortir jouer Oui. avec. Et puis, c'est pas mal la grosse recette. Puis qu'est-ce qu'on dit aussi avec le monde? Des fois, il dit « Ah, ben ça a besoin d'un peu plus d'énergie que les autres. » L'affaire pour faire brûler le plus vite possible un chien de chasse, c'est que tu vas te prendre un demi. OK? C'est comme un tube de plastique. Et puis tu mets un aile dessus, puis tu le fais chercher. Tu étires, puis là, tu le fais chercher. Fait qu'il va brûler beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Parce que là, il faut qu'il se serve de son nez, il faut qu'il se serve de sa tête, il faut qu'il court pour aller le chercher. Ça fait que tu brûles beaucoup plus d'énergie à ce moment-là avec le chien. Écoute, Mario, si on a plus de questions, Chenil le coureur des bois sur Google, on te trouve très rapidement, on peut te poser des questions. C'est de très bons conseils, tu accueilles les clients chez vous, donc on y va dans ce sens-là. C'est tout le temps qu'on a, et c'est tout le temps qu'on a pour l'émission cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres, on vous retrouve la semaine prochaine. Que dis-tu de mon clou? Paf! Et voilà. Ça, t'aurais pris un beau saumon avec ça. T'aurais dit « Oh! » Fait que, si c'était un examen, le nœud de clou, c'est fail. C'est très bon. On fait ça. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.